La folie, par rapport à mon activité, et tous les chocolatiers sont comme ça, je pense, parce que je vous ai bien dit que j'étais chocolatier, je pense que c'est de ne passer à côté de rien. C'est ça la folie. Et notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal. Voilà. Je dis souvent que notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal parce que c'est le nôtre. Mais ça marche. Je veux qu'on échange avec des gens qui aiment manger, qui aiment savoir ce qu'ils mangent, et qu'on échange sur les produits. C'est-à-dire que moi, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, je sais ce qu'il faut acheter et pas acheter, je sais que les noisettes du Piémont torréfiées, c'est bien meilleur que les noisettes de Turquie. Enfin, il y a des choses que je sais, et il y a des choses que je peux vous faire goûter, que je peux vous faire découvrir, et que vous allez dire « Wow !» Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra, et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous et de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer des invités passionnants comme l'invité du jour. Tous mes proches le savent, je suis un grand amateur de chocolat, depuis toujours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Éric Lamy. Alors qui est Éric Lamy ? Éric est chocolatier confiseur. Il est à la tête d'une boutique à Brive-la-Gaillarde qu'il a créée il y a plus de 10 ans maintenant. Plus récemment, il s'est installé également dans le nord du département, à Ussel. Au sein de ces boutiques, Éric propose son chocolat sous différentes formes. Bonbons, tablettes, macarons, gâteaux et bien d'autres. À travers les années, son travail et sa passion ont mis en lumière différentes manières d'apprécier ses produits. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur la naissance de cette entreprise, son développement et quelles sont les idées qu'il a eues pour proposer chaque fois plus à ses clients. Vous allez également connaître le rôle des membres de son équipe, qu'il décrit un peu comme une famille, et sa vision de l'entrepreneuriat et de l'artisanat en 2021 en France. Éric Lamy est une personnalité corrézienne inspirante, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout d'abord parce qu'il déborde d'idées, qu'il va évoquer dans cet épisode, et aussi parce qu'il a pu créer, à travers sa passion, une entreprise qui fonctionne et qui donne du plaisir aux personnes qui lui font confiance au quotidien. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Éric Lamy. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Ça va parfaitement. Je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast. Ça fait longtemps effectivement que je voulais qu'on parle un petit peu ensemble, vous inviter sur ce podcast parce que c'est vrai que dans ce podcast, j'invite effectivement des personnalités inspirantes qui ont un lien avec la ville de Brive et la Corrèze de manière générale. Et puis pour tout vous dire, moi je suis un grand amateur de chocolat. C'est bien. Chocolat noir surtout, 70%, pas moins. Je suis ravi aussi parce que effectivement étant corrézien de naissance, vous êtes sur Brive depuis pas mal de temps. Vous avez aussi créé une boutique à Ussel, là d'où je viens. Donc vraiment c'est un plaisir de vous avoir. On va parler un petit peu dans cet épisode de votre parcours. On va parler un petit peu de votre travail au sein de la boutique, au sein de la chocolaterie. Mais juste avant de développer un petit peu tout ça, je vais vous demander un exercice qui n'est pas facile. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, je m'appelle Éric Lamy, je suis chocolatier, je suis artisan chocolatier et la vraie dénomination du chocolatier, c'est que le chocolatier est chocolatier confiseur. D'accord. Donc la confiserie est un produit qui a un petit peu disparu. La confiserie, c'était la dragée, c'était les bonbons sucrés, c'était bonbons au miel. Mais quand j'ai suivi cette formation, je fais partie des premiers confiseurs chocolatiers diplômés, puisque je fais partie des gens qui ont demandé à ce qu'on instaure un diplôme de chocolatier. Donc je suis de la fournée de Patrick Roger, on est à peu près dans ces années-là. C'est un nouveau diplôme, c'est une nouvelle reconnaissance professionnelle. Après, c'est greffé dessus le brevet de technique, le brevet de maîtrise et le MOF. Donc moi j'ai découvert ce métier chez un ami à Paris et en fait le vrai secret c'est que je voulais pas faire comme tout le monde. D'accord. Tout le monde était pâtissier, boulanger, enfin mes copains étaient pâtissiers. C'est pas que ça ne m'intéressait pas la pâtisserie, mais la chocolaterie c'était quelque chose qui arrivait, on va dire, et qui était nouveau. Et je voulais pas faire le métier de tout le monde, donc j'ai choisi la chocolaterie. D'accord. Vous n'êtes pas originaire de Brive à l'origine ? Non, je suis pas briviste.
Pourquoi je suis là? Tout simplement, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 25 ans en Charente. Et j'ai divorcé, mon ex-épouse a voulu garder la première affaire qu'on avait, donc c'était du bonheur. Donc elle a gardé la première affaire et moi je suis parti avec le chèque. Et comme j'avais la garde de mon fils, et que à l'époque il était petit, il fallait que je le ramène tous les 15 jours à voir sa mère. Il fallait que je sois dans une zone de 250 km autour d'Angoulême. Et j'avais 2 optiques pour moi, c'était ou La Rochelle ou Brive. Alors, pourquoi La Rochelle ou pourquoi Brive? Parce que, La Rochelle, voilà, hein, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est parce qu'il y a la mer, et puis c'est une belle ville. Et pourquoi Brive après? Parce que je venais à Brive très régulièrement et que j'avais déjà, à l'époque, je vous parle de ça, c'était en 2000, hein, et moi j'ai ouvert ici en 2004, mais je venais là depuis 95, 98, et je trouvais que cette ville avait une longueur d'avance et qu'elle était novatrice par rapport à certaines. J'aime l'architecture, donc j'aime cette ville parce qu'elle est riche en architecture. Elle a plein d'atouts, c'est mon avis, hein, et c'est un avis extérieur, donc je pense qu'il est... Totale objectivité. Ouais, tout à fait. Et elle a il y a des belles bâtisses, il y a le cœur de ville est rond, ce qui est rare, une ville ronde avec un point central qui est la collégiale. Moi, les églises au milieu, ça me plaît bien. Et puis, il s'est avéré que j'ai envoyé... Oh, c'était rigolo, comment je suis arrivé ici. J'ai envoyé à peu près 40 mails à tous les agents immobiliers du coin. Et il n'y en a qu'un qui m'a répondu. Et il ne voulait pas me dire où était le bâtiment. Et puis, les choses se sont emboîtées de manière... Mais moi, j'ai une bonne étoile. Après, les choses ont été très vite. Très bien, très bien, très bien. Et donc, du coup, vous vous êtes installé effectivement à l'endroit où la boutique est aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu effectivement de... Et donc, j'ai vu sur votre site, pour revenir un petit peu à votre activité principale, être chocolatier, c'est une philosophie, c'est avoir une âme généreuse, inventive, et c'est être fou. Alors, comment vous intégrez la folie à votre activité? C'est difficile à expliquer ça, et tout le monde ne veut pas l'entendre ou le comprendre. La folie, par rapport à mon activité, et tous les chocolatiers sont comme ça, je pense, parce que je vous ai bien dit que j'étais chocolatier, je pense que c'est de ne passer à côté de rien. C'est ça la folie. Ça veut dire, pour faire court et simple, ça veut dire que si la vanille était à 150 € le kilo il y a 7 ans, et qu'aujourd'hui elle est à 750 € le kilo, moi, Éric Lamy, je mets toujours de la vanille en gousse. C'est ça la folie. C'est de ne pas regarder certains ratios, c'est d'acheter ce qui nous fait plaisir pour travailler, c'est d'avoir les bons outils, c'est d'avoir un beau labo, c'est d'avoir... c'est ça la folie. C'est pas d'avoir la tête dans le Z. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une situation économique. Alors ça peut-être c'est parce que ça va bien, d'accord? Mais je pense qu'on est tous comme ça. On se connaît tous. Hein. On va dire que dans un département, on est 2 par département. Et moi, j'ai beaucoup bourlingué quand j'étais jeune. Et quand je vois mes Roger, Bouillet, Guerlet, tous ces gens-là, on a le même état d'esprit, quoi. Je veux dire, on se punit pas d'un truc bien, quoi. D'accord. Voilà. Alors, tout au long de l'année, il va y avoir effectivement des créations au sein de votre boutique que vous allez vendre. Vous allez effectivement respecter un petit peu les fêtes. Pâques, c'est évidemment une grande période, Noël également. Au-delà de ces échéances, qu'est-ce qui va faire que comment vous allez pouvoir créer un petit peu vos réalisations? Comment vous allez vous inspirer? Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire tel projet plutôt qu'un autre? Et sans effectivement vous inspirer des différentes fêtes en fait. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une bonne étoile. Hein. Alors, on entend ce qu'on veut par la bonne étoile, mais moi, ma bonne étoile, c'est quelque chose qui veille sur moi. Hein. Donc, c'est inspirant, ma bonne étoile. Elle est là. Ouais, effectivement. Là, pour décrire, on est au niveau du salon de thé et on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un endroit qui est chaleureux et effectivement, juste à côté de vous, il y a la bonne étoile qui est là. Et c'est encore le hasard, on en parlera aussi de ma bonne étoile. D'accord. Mais
Inspirant, je vais voir... Il y a plein de choses qui vont m'inspirer. Un jour, je vais aller faire une balade et je vais dire, tiens, je vais faire ça parce que le sujet va m'inspirer. J'ai pas vraiment de... des fois, je vais coller à l'actualité. Des fois, je vais coller à un sujet parce que je vais voir une belle sculpture et je vais dire, je vais faire ça. Des fois, la collégiale, il y a les travaux autour de la collégiale et il y a Mian Vignatier qui est là en train de bosser et je fais des tractopelles et des gars qui bossent et je colle à l'actualité de la ville et tout le monde dit tiens, mais il y a le chantier là, il y a le chantier à la chocolaterie. Enfin, c'est aussi ludique. Il y a aussi les enfants qui viennent voir. Il y a aussi, il y a le marché, tiens, la Brive est sélectionné dans les plus beaux marchés. Ben, je fais un marché dans ma vitrine parce que je colle à l'actualité. Il y a l'actualité. Il y a le fait qu'il y a des sujets qui me parlent, comme j'aime bien mon éléphant, donc je ne l'ai pas cassé, je ne l'ai pas refondu parce que je trouve qu'il est bien. Je vais faire un mammouth dans quelques temps, mais il me faut vachement de place. Je suis limité parce qu'il faut qu'il soit plus gros que l'éléphant. J'ai des problèmes de place, en fait. Je vais faire des choses qui me plaisent parce que je vais l'avoir vu. Tiens, j'ai vu une baleine, on était allé à Jérusalem il y a quelques temps, et j'ai vu une baleine en bronze qui était magnifique, et je l'ai faite parce que je l'ai prise 2-3 fois en photo. Et voilà, c'est ça, c'est aussi symbolique pour moi, et il y a le côté plaisir pour moi. Mais quand finalement, je me rends compte tout le temps, quand je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres. Et c'est un échange, j'ai un métier en or, moi, c'est du billard, quoi. Alors effectivement, la créativité, la recherche, c'est quelque chose que vous avez effectivement grâce aux idées que vous piochez un petit peu à l'extérieur. Mais c'est aussi votre métier, un travail d'équipe. Vous avez effectivement une équipe au sein de votre laboratoire. Vous faites des recherches en laboratoire. C'est pas pour rien que ça s'appelle un laboratoire, effectivement. Oui. Comment va se passer un petit peu cette recherche avec votre équipe ? Alors, si on parle de vitrine, par exemple, de sujet de vitrine, ce qu'il faut, c'est influencer personne. Alors, comme moi, je suis le patron, j'aurais tendance à influencer. Et je ne veux pas les influencer. Donc, chacun prend une feuille et chacun dit on va dessiner un truc, par exemple. Je dis tiens, dessiner un truc. Tiens, mets-toi dans le labo de l'autre côté, puis dessine un truc, dis-moi ce que tu verrais dans la vitrine. Et souvent, ça crée des trucs parce qu'il y en a un qui va vous dessiner, je ne sais pas moi, un chalet à la montagne, et l'autre, il va vous dessiner une Formule 1. Et puis, vous dites tiens, on va faire le circuit de 24 heures, par exemple. Voilà. Ou on va le faire de manière ludique avec des œufs parce que c'est Pâques. Parce qu'on en a fait des vitrines, on a fait des sujets. Donc on s'isole un peu. Si on veut faire créer comme ça en groupe, on s'isole. Après, quand le tempo sort pas et que ça sort pas, j'impose un truc et on travaille tous dessus. Mais si vous voulez, quand je fais quelque chose, c'est comme si je partais du bonhomme au cédar. Vous voyez, ce petit truc en bois. Oui, là. Je vois bien. Et à partir de ça, je construis. D'accord. Donc voilà, ça va être sur un thème et basta, on roule, quoi. Okay. Mais l'équipe est impliquée et puis l'équipe, elle est... Vous savez, quand vous avez travaillé... Alors, une vitrine, certains vous diront qu'ils mettent 600 heures pour faire une pièce, 300 heures. Ça fait bien. Moi, je ne vous dirais pas que je mets 300 heures ou 600 heures. Pour faire un éléphant, je mets 2 jours. Donc, je ne vais pas me faire des gorges chaudes ça me coûte 20 000 balles, un éléphant. Ouais. On est bien, bien loin. Mais quand on la met en vitrine avec l'équipe, tout le monde est content, ils sont contents, quoi. Je veux dire, les gens ils viennent voir la nouvelle pièce et tout, les gars sont fiers, quoi. Je veux dire, donc c'est là où on a une vraie équipe, quoi. Quel va être le rôle de chaque membre de l'équipe ? Alors, dans l'équipe, pour faire simple et court, mon fils est chocolatier aujourd'hui. Adrien est chocolatier, il a fait son apprentissage chez nous. Après, il est parti chez Patrick Roger. Il a fait un Tour de France. Il est allé chez Alain Chartier, qui est MOF et champion du monde. Enfin bon, il a fait un parcours national qui est plutôt sympa. Après, Jérôme, mon apprenti. Alors, Jérôme, c'était mon apprenti quand j'étais en Charente. Et quand je suis parti de Charente, donc pendant 2 ans, j'ai cherché un petit peu. J'ai dit à Jérôme, je m'installe à Brive. Si tu veux venir, je t'embauche. Donc, Jérôme est toujours avec moi. Donc, on va fêter cette année. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Oui, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Avec Jérôme, ça fait 20 ans l'année dernière. Ça fait 21 ans cette année. Alex est quelqu'un qui est arrivé un petit peu après parce qu'on avait besoin. Donc on forme et on garde les gens. Alex est arrivé un petit peu après. Il est arrivé, Alex, au moment où on a créé le salon de thé et on a fait l'extension. Donc on avait besoin. Et encore, je dirais, c'est ma bonne étoile, quoi. Vous voyez ? J'ai besoin et paf, j'ai un mec qui arrive et j'ai un mec qui colle
trentenaire. Enfin, mon équipe a 30 ans, moi. Hein. Le vieux, c'est moi. Et mon équipe, ouais. Donc, si vous voulez, ça colle au concept, à ce qu'on fait, à la manière dont on travaille. Nicolas, on a Nicolas maintenant avec nous qui, lui, a fait son apprentissage chez nous et qui est là, qui a pérennisé. On a conservé parce qu'on évolue. Il y a eu celle, il y a eu plein de choses. Là, on est en train de former une petite apprentie qu'on va garder, si elle veut, hein, parce qu'il n'y a rien qui est obligatoire. Et après, en général, les gens qu'on forme, on les garde. On a des saisonniers qui viennent tous les ans. Donc, on a des gens qui font des saisons d'été ou ailleurs qui sont là à Noël, qui sont contents de travailler 1 mois ou 2 mois avec nous. Après, on a des membres de notre famille qui nous aident aussi à Noël, parce qu'à Noël, on a un effectif qu'on augmente à peu près de 50 à 60%. D'accord. Donc, il faut quand même qu'on soit en osmose quand on augmente comme ça. C'est une équipe, quoi. Hein. Je veux dire, quand vous faites une passe au rugby, il faut que le mec il attrape le ballon, quoi. Si vous faites la passe et que le gars il dit merde, je savais pas que tu allais me lancer le ballon, c'est embêtant. Donc, on a vraiment une équipe, quoi. Et quand on embauche quelqu'un... J'aime bien la métaphore. Quand on embauche quelqu'un, mais c'est ça, hein, c'est la réalité. Hein. Quand on embauche quelqu'un, on se met tous autour de la table. C'est-à-dire là, tout le monde vient là, on se met là, et le gars, on le passe à la moulinette et on lui dit, voilà, tu rentres dans l'équipe, quoi. D'accord. Et il rentre dans l'équipe. Si c'est lui qui rentre dans l'équipe. On est là, hein, on est bienveillant. Mais c'est lui qui rentre dans l'équipe. Et la complexité, c'est de comprendre. Alors, c'est ça que j'ai du mal peut-être à exprimer, mais c'est de comprendre comment on fonctionne. Et la manière dont on fonctionne, elle n'est pas conventionnelle. Ça, c'est certain. Et notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal. Voilà. Je dis souvent que notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal parce que c'est le nôtre. Mais ça marche. Donc, c'est qu'il est bon. Maintenant, à expliquer, c'est difficile. Je ne suis même pas sûr que... tout le monde l'ait bien intégré comme moi je l'ai intégré, si vous voulez. Voilà. Vous diriez que c'est une manière de fonctionner que vous avez inventée au fil du temps, ou alors c'est quelque chose que vous avez acquis bien avant la création de la boutique et que vous avez appliqué? C'est quelque chose qui a évolué avec le temps? Je ne m'attribue rien, d'accord? C'est pas moi. Par contre, c'est notre façon. Voilà. S'il est 4 heures de l'après-midi, qu'on a fait des trucs qui fait chaud, on va boire un coup Watson, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On s'interdit rien. Mais demain matin, je ne sais pas à quelle heure j'embauche, mais c'est mes gars qui vont me dire à quelle heure j'embauche. C'est assez rare, quoi, je pense, aujourd'hui. Et souvent, j'en dis à quelle heure on embauche les gars demain. Et c'est eux qui me disent, monsieur l'ami, il faut venir à 5 heures, mais venez qu'à vite. Donc ça, c'est magique. Ouais, oui, ça, c'est génial. Bon, on a nos 2 garçons avec nous. On a Romain et Adrien. Après, il y a le côté boutique. On a Romain et Adrien. Et puis, moi, Jérôme, mon apprenti s'est élevé avec mon fils. Ils ont 7 ans d'écart. Donc, c'est un peu tous mes gamins, quoi, je veux dire. Donc, c'est ça aussi qui est... On fait plein de trucs ensemble. On est parti à la Coupe du Monde en Italie. On a fermé ici. On était 12 en Italie. On avait loué un truc. On a passé une semaine absolument magistrale. On fait plein de sorties, plein d'activités entre nous. Mais attention, faut comprendre et rentrer avec nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais bon, tout le monde voudrait rentrer, mais faut avoir l'esprit aussi. Il faut pas... C'est peut-être un petit peu compliqué, ça, mais avec le temps, vous comprenez vite, quoi. Hein. D'accord. Alors, la transition est parfaite parce qu'effectivement, vous parlez de vos enfants, Adrien et Romain. Adrien est chocolatier, Romain est plus dans le marketing, la communication. Alors, Romain, il est dans le marketing et la communication. Il donne des cours à l'IUT, justement, là-dessus. C'est son boulot. Il a qu'est-ce qu'il a, Romain? C'est quoi qu'il a? Un Master 2. D'accord. Il a un Master 2 en communication. OK. Communication marketing. Donc, si vous voulez, Romain, il a fait... Et puis, c'est pareil, c'est encore un drôle de truc, quoi. Il avait un stage à faire. Il fait un stage chez Abinbev, la bière, là. Il va à Lille, il fait son stage. Ça se passe pas bien. Et il dit, je vais pas finir mon stage. C'est pas possible. Et on lui dit, tu vas le finir chez nous. Et puis voilà. Puis c'était pas son truc, Romain. Mais c'est son truc. Parce que la com, c'est la com, quoi. Je veux dire que ce soit la com d'un chocolatier ou un marchand de tractopelle, il faut faire de la com. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Et puis on est en famille, donc c'est bien, quoi. Le soir, au lieu d'avoir 4 œils qui surveillent, ça en fait 8. Donc c'est mieux. Enfin voilà, c'est souple. C'est ce que
C'est ce que je souhaite à tous les parents qui aiment vivre avec leurs enfants. Oui, c'est sûr. Voilà. On pourrait se dire effectivement que dans ce contexte-là, on ne sort finalement jamais de l'entreprise. On est toujours, effectivement, on a toujours cet œil... Ouais, on sort jamais de l'entreprise, ouais. On est toujours, ouais. En plus, on habite au-dessus. Enfin, moi, ça me... Enfin, voilà, je suis pas gêné avec ça, quoi. D'accord. Ouais, très bien. Non, mais c'est vrai que quand ça se passe super bien... Mais on n'est pas que dans l'entreprise, hein. On fait des trucs extérieurs. On n'est pas... Oui, on n'est pas... Je ne vais pas citer de nom, mais on n'est pas les employés de Leclerc qui vivent à Leclerc. Oui, non, je comprends bien. Non, on fait plein de trucs. On fait plein de trucs, mais on n'est pas... C'est pas une pénalité, quoi. Ouais. Pour nous, le travail, et pour l'équipe, c'est pas... Putain, ce matin, il faut aller bosser, quoi. Oui, non. On a des trucs à faire. Là, on est en train de faire des nouvelles... on est en train de faire une gamme de nouvelles madeleines. On fait des madeleines parce qu'on travaille avec un hôtel qui nous prend beaucoup de madeleines. Donc, ils nous ont demandé de leur faire des choses différentes. C'est tellement... waouh, que vous avez envie de venir embaucher avec votre truc. Voilà, non, c'est sûr que quand c'est effectivement une passion comme ça... Ouais, c'est pas un travail. Hein. Enfin, tout le monde devrait vivre comme ça. Exactement. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Eric Lamy. Alors, vous l'avez dit un petit peu, aujourd'hui, on est dans ce salon de thé que vous avez créé effectivement à la suite. Il n'était pas dès le début au sein de la boutique. Qu'est-ce que vous avez voulu créer? Qu'est-ce que vous avez voulu offrir comme expérience à vos clients? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un lieu qui est chaleureux, c'est un peu un cocon. Il y a le bar qui est au centre de la salle. On a effectivement la possibilité de déguster un café, un thé avec différentes boissons et en même temps de déguster ce que vous créez en atelier, ce qui est en vente dans la boutique. Donc c'est effectivement l'aspect complet de l'expérience du client. Qu'est-ce que vous avez voulu effectivement offrir comme expérience à vos clients à travers ça? Alors vous le dites justement, c'est offrir. Parce que un salon de thé, mathématiquement, faut pas. D'accord. C'est comme un centre équestre, un salon de thé. Surtout pas. C'est la cerise sur le gâteau, le salon de thé. Ouais. D'accord? C'est le bel outil. Le salon de thé, il est géré en 3 temps. C'est bien pour mes clients parce que les gens, ils sont contents. J'ai plein de gens qui viennent et qui sont là, qui passent un bon moment, qui sont contents d'être là. Donc ça, c'est une satisfaction pour moi. La deuxième chose, c'est que ça m'a permis, ça paye le local, ça m'a permis de faire mon labo, ça me paye mon labo. Donc ça, c'est le côté mathématique. La troisième chose, c'est pour nous, c'est-à-dire que pour nous, si vous voulez, on a le luxe de venir ici et de faire ce qu'on est en train de faire tous les deux. Ça me permet de recevoir un commercial. Il est ouvert que l'après-midi. Ça me permet de recevoir un commercial quand j'en ai envie. Ça me permet de faire une soirée privée pour des clients. Ça me permet de le prêter à des copains quand ils ont besoin. Ça me permet de... Voilà, c'est ça. C'est un beau jouet. Et c'est un jouet qui a un équilibre. C'est pas un jouet lucratif, mais c'est un jouet qui a un point d'équilibre. Basta. D'accord. Voilà. Ok. Pour parler un petit peu aussi de la configuration de la boutique, quand on se promène dans le centre-ville, on a effectivement la vue sur les ateliers parce qu'il y a une surface qui est effectivement vitrée. Il y a une transparence sur le travail qui est fait, quasi complète. Évidemment, on ne peut jamais avoir l'entièreté de la transparence juste en voyant effectivement ce qui se fait. Mais quand même, il y a effectivement... on peut voir beaucoup de choses. Et le fait de pouvoir admirer des gens qui travaillent parce que les gestes techniques d'un artisan, de manière générale, c'est quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose de beau à voir. Manipuler les matières, les transformer, c'est quelque chose qui est agréable. Enfin, moi, en tout cas, quand je passe dans le centre-ville de Brive, j'aime bien m'arrêter pour voir effectivement comment vous transformez un petit peu les matières, comment vous faites vos réalisations. C'était un désir, ça, dès le début. Qu'est-ce qui a fait que vous avez effectivement... créer cette vitrine et puis ce ciel ouvert. C'est bien que vous me disiez ça parce que vous avez le sens de l'observation du truc. C'est bien parce que c'est la base. C'est la base de l'outil.
quand on n'avait pas le labo derrière, souvenez-vous, il y avait un trou dans le plancher et il y avait l'enrobeuse et les gens passaient la tête par-dessus le trou. On était un peu comme dans un aquarium, ils pouvaient nous voir travailler. Les choses ont fait qu'on a pu acheter le bâtiment d'à côté, que les 2 bâtiments communiquent par le sous-sol, qu'on a pu acheter le 3e bâtiment à côté, qu'on a pu acheter la rue pour faire une jonction et faire un outil qui était encore plus visuel. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on se doit d'être clair vis-à-vis du public. Ça veut dire que quand vous passez, vous regardez, vous savez si c'est clean ou si c'est le bordel. Ça, c'est capital. Il y a beaucoup qui ne pourraient pas mettre des baies vitrées. C'est rassurant pour le client. Et moi, je pense que les gens ont besoin d'être sûrs. Et là, il n'y a pas de lézard. Quand vous dites on ne voit pas tout, vous voyez 99% de ce que je fais. Il n'y a rien qui est caché. En bas, mes 2 sous-sols, c'est mon stockage. Donc, mon stockage et mon économa. Après, il y a un autre truc important auquel on ne pense pas. C'est la rigueur que vous avez derrière la vitre. Parce que si vous faites le con, eh ben, tout le monde vous voit. Donc, ça vous oblige à une grande rigueur. Vous avez des gens qui ne peuvent pas travailler derrière une baie vitrée, parce qu'ils sont crades sur eux, parce que c'est le bordel par terre, parce que c'est dégueulasse au plafond, parce que sans parler que de l'hygiène, parce qu'ils peuvent pas. Nous, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça. C'est un métier qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, artisanal, manuel. Donc c'est nos mains. Vous avez parlé de gestes. On a des gestes. Et souvent, je leur dis, putain les gars, ayez un geste fluide, quoi. Que votre geste il soit joli, parce que quand le mec il voit un beau geste, il dit waouh, quoi, le mec il est habile. On voit des beaux gestes dans plein de choses. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Vous m'avez dit que vous étiez infirmier. Vous avez vu les films qu'ils font quand ils piquent les gens aujourd'hui, qu'ils les vaccinent. Vous en avez, les piquent tout doucement. Moi, je veux pas qu'ils me piquent doucement. Je veux qu'on me pique pour de vrai. C'est vrai. Vous avez vu, les gens, ils piquent au ralenti. Ça ne se fait pas comme ça. Vous allez au labo, ils vous piquent. Et ben nous, quand on a un geste, il est pareil. C'est un vrai geste. C'est fluide. Et ça vous apprend aussi, parce que vous avez des gens, vous regardent. Et vous les voyez plus. Mais quand vous les avez oubliés, il faut que vous soyez rigoureux. Donc, il faut que ce soit clean. Et il faut que le gars regarde. Mais les gens, ils se posent 1 minute. Waouh, quoi. Oui. Et ils achètent pas, je m'en fous. Mais au moins, ils ont pensé à nous. Et ils disent, c'est ça l'artisanat. Vous voyez un mec qui fait du verre, du verre et qui expose du verre soufflé. Mais si vous voyez le gars souffler le verre, c'est pas pareil. Quand vous dites, waouh, le mec, il y a un truc, quoi. Et on a la chance d'avoir un potier, tiens. Et super pot, vous voyez le mec qui monte un morceau d'argile. Enfin, voilà, quoi, je veux dire. Mais c'est pas spécialement l'artisanat. Je pense que tous les métiers sont pareils. Je pense que le médecin ou l'avocat a son rôle à jouer, la passion de son truc, quoi. Je veux dire, peut-être je déborde de passion, moi, mais bon, encore je déborde pas de passion. Je vis le truc à fond, quoi. Basta. Non, mais on entend cet enthousiasme, mais c'est vrai que il n'y a pas d'exagération là-dedans. Il n'y a pas de problème. Non. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que le métier de chocolatier, c'est un métier d'artisanat. On fait effectivement le lien avec ça. Est-ce que vous pensez qu'en France, l'artisanat de manière générale n'est pas assez mis en avant, pardon. On a tendance effectivement à dire que voilà, l'artisanat, première entreprise de France, mais encore, j'ai l'impression que, alors peut-être à tort, mais que dans le cursus d'un jeune qui va effectivement faire l'école, le collège, le lycée, on va pas spécialement mettre en avant déjà l'indépendance, l'entrepreneuriat et puis l'artisanat. Oui. Je sais pas si je peux vous le dire parce que c'est très personnel, mais moi j'ai arrêté l'école à 14 ans et je suis là. D'accord ? Et ma prof d'anglais m'a dit un jour, j'étais en 5e, elle m'a dit, Eric, t'es nul en anglais, tu nous emmerdes, à chaque fois qu'on te pose une question, tu peux pas répondre. Elle dit, de toute façon, il n'y a plus qu'une solution, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ben, je me suis aidé. D'accord. Mais il faut faire ce qui nous plaît, quoi. Je veux dire, enfin, si j'avais eu d'autres métiers que j'aurais aimé faire, moi, qui suis passionné du mien, j'aurais aimé. Mon rêve, ça aurait été d'être pilote de chasse, mais là, c'est un peu plus compliqué. L'entonnoir est fin au bout.
J'aurais adoré être boulanger, j'aurais adoré être tailleur de pierre, j'aurais adoré être charpentier de marine. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Mais j'aurais fait avec la même passion. Et je veux dire, tout, quoi. Je veux dire, ma fille, elle est en médecine et elle est à fond, quoi. Je veux dire, c'est son truc, quoi. Et, il faut se faire plaisir, quoi. On a le droit de changer, hein. On a le droit de changer dans son parcours. Mais je trouve qu'on se bonifie tout le temps, un peu plus. Donc c'est dommage de redémarrer. Ou alors, faut l'avoir fait 25 ans, quoi. Mais... moi, j'ai plein de choses encore à faire, j'ai plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses que je veux faire, quoi. Maintenant, je vieillis un peu, j'ai 53 ans. Et des fois, je me dis, putain, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux faire, quoi. C'est pas pour autant que je vais pas m'arrêter. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je travaille pas jusqu'à 80 ans. Je suis venu effectivement au sein de la boutique faire un atelier que vous proposiez. On avait effectivement confectionné des macarons. Vous faites toujours ce type d'atelier ? Oui. On était effectivement une dizaine, une quinzaine de personnes qui voulaient effectivement soit s'améliorer ou connaître certaines techniques. Et au final, on a effectivement récupéré toutes nos créations qu'on a mangé chacun de nos côtés. Et pendant cet atelier, vous nous avez effectivement parlé de votre formation avec Pierre Hermé. Vous nous aviez dit effectivement qu'au départ, toutes les créations, toutes les premières versions des macarons que vous aviez fait, parce que je parle du macaron parce que en vitrine aussi, c'est quelque chose qui est assez visible, qui est une pièce un peu... alors, je ne sais pas si je dirais maîtresse, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très présent. Et de cette formation avec Pierre Hermé, vous nous avez dit que vous aviez effectivement passé un cap, c'était un grand pas, on va dire, dans cette évolution. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Alors, les macarons, on a dû commencer les macarons en 2006-2007. C'était quelque chose de nouveau un peu en boutique, à l'époque. Hein. Donc, on a ramé pendant à peu près 6 ou 8 mois pour arriver à caler une recette. On avait des soucis, c'est compliqué le macaron. Donc, on est parti chez Pierre et on a fait donc une formation avec lui. Et ça s'est pérennisé. Le macaron, ça colle au chocolatier parce que c'est un macaron ganache. Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de macarons. Il y a le macaron ganache, ce qui coûte le plus cher, ce qu'on fait. Après, si vous voulez gagner plus d'argent, vous dites rien, vous faites des macarons avec de la confiture. Voilà, ça, vous baissez le prix, mettez du sucre. Et après, si vous voulez gagner encore plus, vous faites des choses avec des sirops et de l'eau. Donc là, on n'en parlera même pas. Je ne pensais pas que ça allait continuer comme ça continuer aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal et d'acquis pour la chocolaterie. Ouais, on en vend plein, on en fait beaucoup. Les gens, ça a collé parce que c'est un peu une partie de notre métier, la ganache. La ganache, c'est la base du chocolatier. Après, il y avait ce biscuit. Alors, on a ramé, parce que c'est compliqué. Il y a l'hygrométrie, il y a l'eau et tout. C'est simple à expliquer, mais c'est difficile à réaliser. Mais bon, on maîtrise, donc voilà, pas de souci. D'accord. Ces ateliers, c'était quelque chose que vous vouliez intégrer effectivement. Qu'est-ce que vous vouliez offrir aussi à vos... Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. C'est rigolo. Il faut que je le dise pendant ce petit reportage. On se connaît pas. On se connaissait pas. Je suis pas physionomie. Je vous avais pas reconnu. Et vous avez fait ça. Mais vous l'avez dit. Et vous avez passé un bon moment. Et vous avez pris du plaisir à faire le stage. Donc, moi, ça me suffit parfaitement, ça, c'est bien. Les gens qui viennent en faire des ateliers ou des moments de partage comme ça avec nous, c'est des gens qui déjà... On n'est pas tous pareils. C'est des gens qui aiment manger, qui aiment savoir ce qu'ils mangent. Ceux qui viennent là, c'est ceux-là. C'est pas celui qui mange un truc surgelé à flunch. Je veux dire, celui-là, il vient pas chez moi. Et donc, on échange. Et on part dans tous les sens aussi. Et on découvre plein de trucs. Et vous avez des gens, ils ont essayé 10 fois déjà, ils n'y arrivent pas. Et là, ils le font, ils y arrivent. Donc, il y a une combine. Et ça, c'est un super moment. Et vous le faites avec des gamins. Alors, ça, ce qui est magique, c'est je fais des ateliers avec les adultes, donc le samedi matin.
Et les mercredis, on fait des ateliers avec les gamins. Bon, là, Covid, je ne vous explique pas, tout ça, c'est terminé. Donc, on va remettre ça en route en septembre, moi, j'espère. Mais avec les gamins, c'est top, quoi. Parce que les gamins, alors, la satisfaction avec les gosses, d'abord, les petits s'en foutent du prix. L'argent, ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment, ramener un truc à leur maman, fabriquer quelque chose eux-mêmes et le ramener. Et là, ils repartent, boitage, top, rangé, il ne faut surtout pas le casser. Il y en a qui ont fait 10 stages, ils ont les 10 trucs sur la cheminée, ils n'ont touché à rien pendant... Ça fait 3 ans que c'est sur le truc. D'accord. Enfin, magique. Et des fois, vous savez, les anecdotes avec les petits, c'est que des fois, ils passent devant, souvent la porte est ouverte au labo, et une fois, il y a un gamin, il est passé, et il dit, il était avec sa grand-mère, et il dit, tu vois, c'est ici que j'ai appris à faire du chocolat. Ça, c'est magique. Ouais. Un gamin qui a 6 ans qui dit, c'est ici que j'ai appris. Vous dites, là, on a gagné un truc. C'est sûr. C'est ça, les bons moments avec les gosses. Et c'est des moments d'échange qu'on fait. On a un programme qui va être intéressant à la rentrée. Je veux absolument qu'on fasse de la reconnaissance produit. C'est-à-dire que je veux qu'on échange avec des gens qui aiment manger, qui aiment savoir ce qu'ils mangent, et qu'on échange sur les produits. C'est-à-dire que moi, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je sais ce qu'il faut acheter et pas acheter. Je sais que les noisettes du Piémont torréfiées, c'est bien meilleur que les noisettes de Turquie. Enfin, il y a des choses que je sais, et il y a des choses que je peux vous faire goûter, que je peux vous faire découvrir, et que vous allez dire « Waouh, putain, oui, c'est vrai, quoi. » Mais c'est évident. Mais par contre, vous ne savez pas forcément si vous n'avez pas touché le truc du doigt. Et je veux qu'on fasse un vrai échange comme ça sur plein de produits et sur aussi la communication des produits industriels. Parce que les meilleurs communicants, ce sont les industriels, et ceux qui font la plus grosse merde, ce sont quand même les industriels. D'accord ? Parce que les améliorants et les machins, les ci et là, c'est eux qui les utilisent, c'est pas nous. Et quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils travaillent moins vite que moi, quoi. J'ai l'impression que c'est moi qui suis un industriel à côté d'eux. Donc, on est déconnectés. Vous avez vu la pub de Lindt, quand il pose son amande avec une pince à épiler, moi je vais beaucoup plus vite que lui. Malheureux. Mais lui, il doit en faire 100 tonnes par jour, et moi, quand j'en ai fait 100 kilos, c'est bien. Donc, on n'est pas dans le même univers. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Éric Lamy. Vous êtes venu à Brive, effectivement, et aujourd'hui, vous avez créé, un peu plus récemment, une boutique donc, en Haute-Corrèze. Quel était l'objectif? Quelle était la motivation? Moi, je viens effectivement de Haute-Corrèze, donc je connais pas mal Ussel. Je sais que malheureusement, ce centre-ville avait effectivement tendance à s'endormir un petit peu, peut-être, à avoir effectivement cette dynamique descendante qu'il avait autrefois. Quel était effectivement l'objectif de s'installer là-bas? Alors, déjà, à Ussel, il n'y avait plus de chocolatier. D'accord ? Donc, j'allais gratter la tête de personne et j'allais emmerder personne. D'accord ? Donc, ça, c'était déjà important. Comment les choses se font ? De manière très simple. Mon comptable me dit, Monsieur Lamy, il y a une chocolaterie qui va fermer à Ussel, qui est à vendre. Est-ce que ça vous intéresse ? Je dis non, je vais être à Ussel. Non, je sais pas. Il me dit, ça vous engage à rien, peut-être un truc à faire, ça peut être intéressant, faut qu'on aille voir. Donc je monte à Ussel. Je visite. Bon, c'était pas mon monde, quoi. C'était pas mon univers. C'était de la revente à 70%. Enfin, c'était pas mon monde, quoi. Moi, je fabrique de A à Z. C'était pas mon truc. Il y avait rien qu'à aller, quoi. Par rapport à moi, quoi, par rapport à ce que je fais. Françoise Kerr, la présidente de la chambre de commerce, me dit Eric, il faut que tu ailles à Ussel, il faut que tu fasses un truc à Ussel. Je dis Françoise, je vais te faire visiter des trucs, il y a des choses à faire, je vais te faire rencontrer le maire. Je ne connaissais pas à l'époque. J'étais pas chaud, j'étais vraiment pas chaud. Je visite des choses, je visite plein de choses, et puis je me dis à Ussel, on peut acheter un local et faire un truc sympa, quoi. On peut acheter à Ussel, c'est pas Monaco, quoi. Bon, je monte là-haut, je visite 6 ou 7 trucs avec donc Françoise, la présidente de la chambre, et puis une agence immobilière. Et puis je dis non, et puis non, faites-moi voir autre chose. Je dis, il y a peut-être des trucs à louer qui sont mieux, quoi. Et là, je vois un local, ce local qui est derrière l'église. Je fais le rapprochement avec mon outil de genre. Moi, il y a peut-être des choses aussi qui sont symboliques ou qui me pètent à la tête, qui ne sont pas conventionnelles. À Brive, en face de moi, j'ai un fromager.
en face du local dont je claque du coin de l'œil, il y a un fromager. À côté de ce fromager et à côté de ce truc, il y a l'église. Et ici, j'ai mon église à côté. Je me dis quand même, il y a quand même beaucoup de similitudes. Et le local, je peux pas. Le local est à louer. Et le monsieur qui a le local à louer, qui est un monsieur qui est là-haut, un mec charmant, mais vraiment un gars charmant, gentil, sympathique. Il me dit ouais, on fera ça si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Enfin, je rencontre monsieur Arfeuillère. Pareil, les choses se passent bien. Et après, c'est que de l'humain, quoi, je veux dire. Et je dis ouais. Et puis, par contre, on fait les choses. Hein. On a fait les choses à Ussel. On n'a pas fait un truc avec un coup de peinture sur les murs et tout. On a fait des travaux. Et c'est un magasin, quoi. C'est pas un magasin à 50 000 euros. Hein. C'est un magasin. C'est des vrais travaux qu'on a fait. C'est pas pour rire. Donc, on a fait le truc. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien, Ussel. C'est parfait, c'est bien, c'est super. Et chaque fois que je monte là-haut, que je rentre dans le magasin, je dis ouais, c'est bien, quoi. Vous voyez ? Alors, j'y suis pas tout le temps, donc je ne suis pas habitué comme celui d'ici. Mais à chaque fois, je rentre et je dis ah ouais, j'aime bien mon magasin, quoi. Vous voyez, je suis obligé d'être content, que moi ça me fasse plaisir, et ça fonctionne. Je vais vous raconter un truc. La mamie qui est en face, si vous êtes d'Ussel, vous la connaissez sûrement, Françoise, la mamie qui vend les fromages en face. Françoise, elle a bien 78, voire 80 ans, Françoise. Elle marche, elle est bien courbée. C'est une dame qui a toute sa tête et qui fonctionne super bien. Et elle me dit, vous savez, monsieur l'ami, au début, quand on fait les travaux, elle dit, vous savez, ce que vous avez fait, hein, ça nous fait du bien aux yeux. Hein. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Bon, ben ça, c'est des bons moments. Et ça, les moments Ussel, c'est des moments conviviaux là-haut. Ouais, il y a une... Alors, c'est village, hein. Pour moi, c'est village, hein. Je vais à la campagne, mais c'est une super expérience. Je voudrais bien qu'il y ait un petit Ussel de chaque côté autour de moi, comme ça. Oui, d'accord, très bien. Je n'ai pas trouvé d'équivalence encore. Ça va peut-être venir. Je sais pas. Alors, vous parliez tout à l'heure de la reconnaissance produit. Vous disiez effectivement que c'était un objectif, peut-être à la rentrée, peut-être un peu plus tard. Mais est-ce que vous avez effectivement d'autres projets au sein de la boutique ? Peut-être ça, c'était une exclusivité. Personne n'est au courant. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais pas connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres projets à l'avenir sur le développement peut-être de l'entreprise, sur des activités que vous voudriez réaliser ? Alors, il y a un autre projet qui est dans les tuyaux, qui est un super truc. C'est qu'en fait, je vais fabriquer le chocolat de A à Z. C'est-à-dire que je vais acheter mes fèves de cacao et transformer ma fève en chocolat. Aujourd'hui, je suis partenaire Valrhona, je travaille avec Valrhona. Valrhona me vend du chocolat, me vend de la matière, si vous voulez. J'achète ma matière, comme le boulanger achète sa farine. Et ben demain, je vais devenir meunier, en fait. C'est un peu une finalité. Je peux pas trop vous dévoiler mon projet, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est waouh. C'est encore une autre cerise sur le gâteau. D'accord. Ah ouais, c'est magique. Ils ont réussi à faire, c'est du matériel italien, hein. On est parti en Italie, tout est fait, hein, tout est bordé aujourd'hui. On est parti en Italie avec mon équipe, justement, on est partis tous les 6 au mois de juin l'année dernière, et on a vu une ligne de produits qui vous permet aujourd'hui de faire votre production de matière de A à Z, c'est-à-dire de la torréfaction jusqu'à la réalisation de la tablette. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle du bean to bar, c'est-à-dire que vous fabriquez de la fève à la tablette. Et alors là, je vous explique en visuel de la manière dont on va le concevoir, nous. Vous allez tout comprendre tout de suite. Vous parliez tout à l'heure, vous avez dit justement d'ailleurs, je ne sais pas si c'est que vous avez le sens du visuel ou il y a un truc. Hein. Quand on regarde, on voit, là on va regarder, voir et comprendre. Donc on va regarder, voir et comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord ? Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce projet, je fais un sas des odeurs. Un sas des odeurs.
Ça veut dire que vous aurez un espèce de petit hall d'entrée où vous achèterez, vous achèterez pas, mais vous viendrez respirer. Vous imaginez le truc? D'accord. Ah oui, effectivement, oui. Un peu comme un centre de remise en forme. Vous respirez, vous dites waouh, quoi. Et c'est des odeurs qu'on ne connaît pas parce que c'est les odeurs du couverturier. Celui qui fabrique la matière, le chocolat, de la fève au chocolat, s'appelle un couverturier. Donc là, il y a des odeurs, c'est-à-dire toute la torréfaction de la fève, et après le broyage du gruet. Et ça développe des arômes et des odeurs que, waouh, c'est un truc de fou. Et on peut faire des poudres de cacao d'origine. C'est-à-dire qu'on peut faire un chocolat chaud, pur Pérou, de la plantation de Monsieur Dupont. Aujourd'hui, quand vous achetez du chocolat du Pérou, dans 99% des cas, sauf chez Valrhos, en l'occurrence, vous achetez du chocolat du Pérou qui est passé dans une coopérative où tout le monde a amené ses fèves, tout le monde a mélangé. L'histoire du chocolat, c'est comme le vin. C'est comme si aujourd'hui, le vin, vous achetez du vin français. C'est-à-dire qu'on l'emmène tous à la coopérative, on met la Bourgogne, le Bordelais et la Loire dans une barrique, on secoue et on a du vin français. D'accord ? Aujourd'hui, vous achetez du château machin avec monsieur le vigneron qui est là. C'est ça le vin. Le vin, il est ciblé. Et ben le chocolat, c'était pas encore ça, mais ça va être ça demain. Et nous, on a le réseau pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, on connaît des plantations, puisqu'on voyage avec Valrhona dans différentes plantations. On a fait ça depuis une dizaine d'années. C'est mon téléphone. Ah, d'accord. et si vous voulez, on a des sourceurs, ce qu'on appelle. Ce sont des gens qui font du sourcing au niveau de la fève et qui vont vous sélectionner des fèves. Et nous, on peut partir avec eux, donc Pérou, Caraïbes, tous les pays producteurs, sauf la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est très compliqué. Hein, c'est très souvent coopérative et c'est pas très bon. Et donc, on fait le sourcing un peu avec eux et on sélectionne des fèves. Alors, par contre, le prix, c'est le prix, quoi. Hein, vous achetez, hein, le mec, il est content parce que vous êtes un bon client. Mais vous avez des super fèves. Le gars, il a une petite plantation, il a 20 hectares ou 30 hectares, mais il a des super trucs. Et vous achetez ça et vous faites votre produit de A à Z. Et là, au niveau des goûts, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est sûr. D'accord. Mais c'est évident, par contre. C'est pas compliqué dans la dégustation. Je vous ferai goûter tout à l'heure 2 trucs, vous allez voir. Avec plaisir. Vous allez comprendre. Mais c'est effectivement, si on fait le comparatif par rapport au vin, j'avoue que moi je suis pas un grand connaisseur de vin, mais il me faut effectivement, j'ai des difficultés parfois à reconnaître effectivement, à voir des différences qui ont l'air évidentes pour le connaisseur. Là, vous me dites qu'effectivement, le consommateur lambda va véritablement voir une différence. D'accord. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va faire en atelier ici. Alors, vous voyez, au lieu de faire des stages aussi le samedi matin, on va faire des ateliers le soir. C'est-à-dire qu'on se mettra au salon de thé, on fera des dégustations de types de produits comme ça. Chacun s'assoit, vous venez avec votre épouse, vous asseyez à la table et vous dégustez un truc et les autres sont là, ils dégustent en même temps. On va faire des dégustations de pâte à tartiner, parce que la pâte à tartiner, le roi du monde, c'est Nutella qui fait 99% de part de marché. Mais il y a des trucs avec le matériel que l'on va avoir pour faire le bean to bar, vous pouvez faire de la pâte à tartiner. D'accord. Et là, en Italie, les gens chez qui on est allé, on a goûté des pâtes à tartiner avec des noisettes du Piémont. Mais ça, c'est un truc que vous n'avez jamais mangé. Mais par contre, après, vous vous occupez plus de savoir ce que ça vaut. Hein. Vous voulez manger ça. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Des trucs, le gars qui l'a fait, il en a que... Sur 12 mois de l'année, il en a que 7 mois. Moi, je commande de la pâte à tartiner. C'est un truc de malade. C'est waouh. Et ça, vous pouvez le faire avec ce type de matériel. Aujourd'hui, c'est pointu. Hein. C'est technique. Hein. On descend à 20-22 microns. Mais chaud le marron. Hein. Vous dégoûtez ça, vous dites Nutella, c'est fini. Quoi, hein. Enfin, de toute façon, c'est même pas concevable. Donc, c'est ça notre nouveau challenge pour demain. Tout est prêt. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une date, peut-être ? Je voudrais bien. D'accord. Je voudrais bien pouvoir vous donner une date. C'est qu'une question de foncier. D'accord. Je comprends. D'accord. Okay. C'est bordé, c'est plié, tout est emballé, mais bon, les gens sont lents. Ouais. Moi, je suis plutôt... Enfin, eux, leur intérêt, c'est d'aller doucement, et moi, mon intérêt, c'est... Enfin, là, j'espère que je ne perdrai pas patience. Voilà. D'accord. Vous parliez effectivement de vos fournisseurs. Vous dites que tout ce qui est
vendu en boutique et créé effectivement en atelier. Vous parliez des gousses de vanille. Quel est votre rapport avec les fournisseurs? Vous me disiez effectivement que vous alliez en Italie pour pouvoir voir comment sont créées les matières premières. Vous sortez effectivement des frontières corréziennes pour aller voir justement la matière première. Qu'est-ce qui va aiguiller un petit peu votre choix parmi les fournisseurs? Il y a le produit et il y a l'humain. Il y a le produit et la personne. Je vais vous raconter différents trucs. J'utilise des myrtilles de Neuvik que je vais chercher à la ferme de Rolac. C'est des gens qui ont monté un truc enfin, c'est pas à Neuvik, hein, ils sont complètement perdus là-haut. Il y a de l'herbe sur la route quand vous arrivez chez eux, donc ça vous donne une idée. Par contre, je connais bien. Elle a des super myrtilles. Et elle m'appelle, c'est l'ami pour venir chercher les myrtilles. Parce qu'en plus, ils ne se prennent pas la tête, c'est maintenant. D'accord, donc, ils s'en foutent. J'ai 1h30 de route, ils s'en foutent. Et j'ai des super trucs. Mes fraises, j'ai quelqu'un à Sarlat qui fait des super fraises. Mes purées de fruits, je travaille avec Pontier qui est ici, qui a des très très bons produits. Valrhona, on va pas parler de Valrhona parce que c'est Bentley, quoi. Y a pas de... C'est top. Les beurres et tout ce qu'on utilise, on sélectionne. Vous savez, je suis un peu le faire-valoir de certains fournisseurs. D'accord. Avec certains produits. Il y a des produits qui ne se vendaient pas ici avant qui se vendent maintenant. D'accord. Ouais. On n'utilise que des AOP ou des AOC en beurre, par exemple, et en crème. Ouais. Parce que c'est tellement compliqué. Ça fait partie de l'atelier dont je veux qu'on parle avec les gens. Je veux que les gens sachent ce que c'est que de la crème fraîche. Parce qu'on en achète tous. Et je veux que les gens sachent ce que c'est que du lait. Parce qu'on achète tous du lait ou de la crème fraîche. On ne sait pas ce qu'on achète. Moi, je sais ce que j'achète parce qu'on est dedans. C'est notre boulot. Mais vous avez des crèmes aujourd'hui, des crèmes fraîches, ce qu'ils appellent des crèmes hydrogénées, d'accord ? Alors ça vaut moins cher que de la crème fraîche, parce qu'il y a moins de matière grasse dedans, ils en ont enlevé, mais ils mettent une matière grasse hydrogénée qui monte, qui fouette, ça vous permet de gagner du volume, donc le volume c'est de l'air, d'accord ? Et le mec il est content parce qu'il a gagné plein d'argent, il a vendu de l'air, il est fier, le soir il dit à sa femme, t'as vu, on les a niqués, on leur a vendu de l'air. Moi je veux pas ça, moi. Ça, je veux surtout pas. Puis en plus, on sait même pas ce que c'est. On sait même pas ce que c'est graisse. Donc ça, c'est absolument à bannir. Et c'est ça, l'artisan. Un artisan, c'est ça. C'est un mec qui se ment pas lui-même. C'est un mec qui il va les yeux fermés, quoi. Et la vanille, pourquoi je parle souvent de la vanille ? Parce que la vanille, il y a 5 ans, elle était entre 150 et la Tahiti était à 280 € le kilo. Aujourd'hui, la normale, la Bourbon, elle est à 450, 500, 530. Et la Tahiti, elle est à 700, 750. Nous, on en achète toujours de la vanille. D'accord ? Et ça, il ne faut pas passer à côté. Alors, effectivement, ça pique. Ça pique quand vous en achetez 20 kilos par an. Ça fait plus les mêmes additions. Mais, tiens, j'ai fait de la compote, là. On a fait de la compote. C'est simple, la compote. La compote pour nous. Mais vous la blindez de vanille. C'est un exhausteur de goût formidable. Et... tout le monde dit, elle est bonne la compote. Oui, elle est bonne la compote, forcément. Elle est bonne. Il y a que des bonnes pommes et de la bonne vanille. C'est pas compliqué. C'est simple, en fait. Faire bien, c'est simple. Alors, par contre, un truc que je ne fais pas, que je ne m'interdis de faire, c'est de la communication avec des produits à la con. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un sorbet au fromage de chèvre, par exemple. Oui, ça, je laisse ça aux autres. Je laisse ça à ceux qui ont besoin de communiquer. Je préfère un bon sorbet à la framboise. D'accord ? Je ne vais pas faire... un chocolat aux truffes. Parce qu'on a des truffes et qu'ici on est au pays de la truffe et je préfère un chocolat aux truffes. Non, je ne veux pas ça. Je sais pas, c'est conneries ça. La truffe c'est bien avec des tagliatelles, c'est bien avec des œufs brouillés. Voilà. Chaque chose doit rester à sa place. Si c'est faire de la communication, je peux inventer une connerie, c'est pas difficile. Ça c'est pas. On peut faire une décoction de n'importe quelle plante vertigineuse et on va faire le buzz. Faire le buzz, c'est pas très intelligent de faire le buzz avec des choses pareilles. Faut rester... puis vous le voyez, nous, les desserts qu'on fait aujourd'hui, les gens sont très, très classiques et attachés à des choses, finalement, qui sont simples, mais bien, quoi. Ça, c'est important. Très bien. Non, mais je vois effectivement l'objectif, je vois la philosophie, la vision des choses. Ok. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, déjà.
C'est une question que je pose à tous mes invités, tous les invités qui sont sur ce podcast. Est-ce qu'il y a un lieu, en dehors de la boutique, à Brive ou dans les environs, dans lequel vous aimez vous ressourcer, vous retrouver en famille ou seul, lors de balades ou à des moments un peu particuliers comme ça, qui vous rappellent des souvenirs, qui vous rappellent des choses? Alors, il y a 2 lieux. C'est que quand j'étais petit, on prenait le bac et on allait à l'île de Ré. Donc, c'est pas mal. On essaye de pérenniser, de continuer. Et il y a un autre endroit qui est nouveau. Il y en a 3, en fait. J'en avais demandé que. Allez-y pour les 3. Il y en a un autre, c'est qu'on vient de faire une plantation de noisetiers. On vient de planter 650 noisetiers à Lanteuil, chez un de mes employés qui avait des terrains. Donc, on a fait le truc tous les 2. Donc, en plus, c'est bien parce que je le fais avec un de mes employés. Donc, c'est super sympa. C'est un bel endroit. On voit Brive depuis là-haut. On va sûrement y faire des soirées à thème, là-haut. On est en train de poser notre irrigation. On a fait faire un puits. C'est un bel endroit. On y va pique-niquer. On a construit un petit chalet en bois tout simple. C'est notre verger. On a planté plein d'arbres fruitiers. On a 25 arbres fruitiers différents. Donc, en fait, c'est un peu notre jouet, si vous voulez. Mais c'est un bel endroit. Et aujourd'hui, au début, mon épouse, elle n'avait pas forcément compris le projet. Et aujourd'hui, elle s'y retrouve. Elle passe on passe des bons moments là-haut. Et tout le monde est content d'aller là-haut. Donc, on a mis des belles tables de pique-nique et on va pique-niquer. Mais on va sûrement faire des soirées de la noisette. D'accord. Il y aura des soirées de la noisette dans les tuyaux. Et puis après, c'est souvent des attaches personnelles. Il y a un endroit en Charente qui est un endroit où effectivement j'allais me poser, où je vous dirais ça s'appelle la Fond du Chêne. Et c'est un endroit où il y a une espèce de cuvette au milieu des champs, entouré d'un petit peu de forêt, où il n'y a personne. Il y a une source. Cette source s'appelle la source de la Fond du Chêne. Ça coule de l'eau gros comme le poing, on va dire. Il y a des écrevisses. Il y a du cresson. Il n'y a rien autour. C'est au milieu des bois. C'est absolument magique. Vous allez là-bas le soir, c'est bien. Vous allez là-bas le matin, c'est bien. C'est toujours bien, quoi. Mais ça, c'est des souvenirs personnels d'enfance, quoi. C'est ça, nos endroits. Après, bon, l'île, c'est magique aussi. Hein. Ouais. Bon, on nous écoute peut-être en Charente, voilà. Effectivement. Un grand merci, Éric Lamy. Si vous avez un mot de la fin, si vous voulez effectivement... je pense que si j'ai un mot de la fin, je pense qu'il faut que tout le monde prenne beaucoup de plaisir à faire ce qu'il a à faire et ce qu'il fait dans la vie. C'est important. C'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui me semble de plus en plus compliqué et de moins en moins simple et de moins en moins vrai. Il faut être le plus vrai possible et surtout s'éclater, quoi. Vraiment se faire plaisir, quoi. Enfin, quand je dis se faire plaisir, c'est passer à côté de rien. Voilà. En étant juste. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Éric. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur Éric Lamy et le métier de chocolatier confiseur. Un grand merci à Éric d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, notamment les différents réseaux et sites de la chocolaterie. Allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.